Un porte-avions américain fait actuellement route en direction de la péninsule coréenne. Plus que jamais, le torchon brûle entre Washington et Pyongyang. Si Donald Trump veut régler ce qu'il appelle le problème nord-coréen, Kim Jong-un promet lui une réponse sans pitié. Larguée par l'armée américaine, la mère de toutes les bombes a fait 36 morts dans l'est de l'Afghanistan. Selon Kaboul, toutes les victimes seraient des djihadistes du groupe État islamique. Il n'y aurait pas de victimes civiles. Les Turcs vont-ils accorder plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdogan? Le référendum constitutionnel voulu par le président turc a lieu ce dimanche. L'issue de ce scrutin capital s'annonce incertaine jusqu'au bout. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue sur France 24. Ce samedi, c'est toute la Corée du Nord qui célèbre le 105e anniversaire de son fondateur, Kim Il-sung. Vous découvrez ces images en direct, des centaines de camions, des milliers de militaires, un défilé du régime nord-coréen en guise de démonstration de force qui arrive en pleine tension diplomatique avec Washington. Un porte-avions américain, je vous le disais, fait donc actuellement route vers la péninsule nord-coréenne. Dans le viseur de Donald Trump, le problème nord-coréen qui doit être, je cite, traité. De son côté, Kim Jong-un promet une réponse sans pitié. Charlotte Prudhomme. La Corée du Nord se prépare à la guerre. Les menaces de Donald Trump n'ont pas calmé Kim Jong-un, bien au contraire. Nous anticipons les options les plus agressives et dangereuses que les Américains pourraient envisager. Et nous avons aussi nos options. Nous sommes prêts à contre-attaquer. Donc nous partirons en guerre si c'est leur choix. Jeudi, le président américain avait rappelé sa volonté de traiter le problème nord-coréen et mis en garde Pyongyang. J'ai une grande confiance dans le fait que la Chine saura faire face à la Corée du Nord. S'ils ne peuvent pas, les États-Unis avec leurs alliés s'en chargeront. La Chine, plus proche alliée de Pyongyang, s'oppose au programme d'armement de son voisin, mais veut résoudre la crise en évitant l'escalade nucléaire. Nous appelons les différentes parties à s'abstenir de tout propos et tout geste provocateur, ainsi que toutes sortes de menaces, et à ne pas laisser les choses évoluer dans un sens irréversible et incontrôlable. Peu importe qui provoque une guerre ou des troubles sur la péninsule, il devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. De nouveaux tirs balistiques ou essais nucléaires seraient imminents en Corée du Nord à la veille de l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, premier dirigeant du pays. Interdits par la communauté internationale, 2 essais nucléaires et de nombreux tirs balistiques ont pourtant eu lieu en 2016. Les Américains ont annoncé l'envoi d'un groupe aéronaval dans la péninsule coréenne. Je vous le disais en titre, 36 combattants du groupe État islamique auraient été tués dans l'est de l'Afghanistan, conséquence des 11 tonnes de TNT lâchées par Washington. Selon le gouvernement afghan qui avance ces chiffres, aucune perte civile ne serait à déplorer. Ludovic Defoucault. Vu du cockpit de l'avion qui a largué la bombe, un pan entier de montagne semble disparaître dans l'explosion. La bombe à effet de souffle massif a touché jeudi soir ce que les autorités afghanes décrivent comme un réseau de tunnels et de grottes utilisés par le groupe État islamique dans la province de Nangarhar. Ses habitants ont cru à un tremblement de terre. L'explosion d'hier était vraiment énorme. Quand la bombe est tombée, tout s'est mis à trembler. Je suis sûr qu'ils ont tué au moins 80 combattants de Daesh. Le bilan s'élèverait plutôt à une trentaine de morts dans les rangs du groupe État islamique, même si ce dernier annonce que le raid n'a fait aucune victime. Cette province de Nangarhar, frontalière du Pakistan, constitue la tête de pont du groupe État islamique en Afghanistan. La semaine dernière, de violents combats ont opposé terroristes et forces afghanes soutenues par les troupes américaines. Un soldat des forces spéciales américaines a été tué. À Washington, Donald Trump évoque un nouveau succès. À Kaboul, le commandement américain revendique l'utilisation d'une arme destinée autant à détruire qu'à intimider l'adversaire. Daesh a envoyé des combattants se faire exploser au milieu de manifestants pacifiques et tuer et blesser des centaines de civils innocents. Le mois dernier, ils ont abattu et poignardé des patients couchés dans leur lit d'hôpital. Ce sont des animaux. Pour les talibans qui ont condamné dans un communiqué le bombardement américain, éliminer le groupe État islamique dans la région est le travail des Afghans. L'ancien président, Hamid Karzai, a lui aussi réagi dans un tweet. Ce n'est pas la guerre contre la terreur, a-t-il écrit, mais l'usage abusif de l'Afghanistan comme un terrain d'essai pour des armes nouvelles et dangereuses.
Direction à présent la Syrie où des milliers de civils et de combattants ont été autorisés à quitter plusieurs villes en proie au combat. Des évacuations qui concernent 2 localités tenues par le régime, Foua et Kafraya, et 2 aux mains des rebelles, Madaya et Zabadani. En tout, ce sont plus de 30 000 personnes qui doivent être évacuées dans les prochains jours. Les Turcs se rendent aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer sur le référendum constitutionnel voulu par Recep Tayyip Erdogan. Question posée, êtes-vous pour ou contre l'élargissement des pouvoirs du président? À moins de 48 heures du scrutin, le oui et le non seraient toujours au coude à coude. Elliot Samuel. Il motive ses troupes à l'approche du référendum. Recep Tayyip Erdogan jette ses dernières forces dans la bataille. Et alors que l'Organisation pour la sécurité et la coopération européenne a publié un rapport accablant sur les difficultés de faire campagne pour le camp du non, le président turc n'hésite pas à critiquer l'OSCE qui surveillera pourtant le scrutin. Maintenant, ils nous disent que si le oui l'emporte, cela signifie qu'il y aura beaucoup de problèmes. Mais qui êtes-vous ? Tout d'abord, restez à votre place. Ce n'est pas votre responsabilité. Les Turcs sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une extension des pouvoirs du président. Et s'il est difficile de faire campagne dans le camp du non, on y croit toujours. Les sondages montrent que le scrutin est toujours aussi indécis. Voter oui au référendum, c'est dire oui au régime d'un seul homme. Cela signifie une attaque contre la démocratie. Le oui veut dire la fin du pluralisme et de la séparation des pouvoirs. Je vois des drapeaux et des posters pour le oui partout. Le camp du gouvernement gâche des millions. Il devrait utiliser cet argent pour augmenter les pensions et les salaires. Ce référendum se déroule dans un contexte sécuritaire particulier. Le pays est toujours sous état d'urgence depuis la tentative de coup d'État de juillet. Et près de 47 000 fonctionnaires, ou journalistes notamment, ont été arrêtés. Et à l'approche de ce référendum décisif, des journalistes de notre rédaction Internet se sont rendus sur place. Ils y ont rencontré des Turcs dont la vie a été totalement bouleversée par les lourdes purges lancées depuis juillet dernier dans le pays. Des portraits exclusifs à découvrir sur france24.com. Les homosexuels ne sont pas les bienvenus en Tchétchénie. Selon un journal indépendant russe, plus d'une centaine de personnes auraient été arrêtées pour leur orientation sexuelle. Elles auraient été ensuite torturées et détenues dans des prisons secrètes. Alors, pour éviter ces persécutions, elles fuient et cela peut surprendre en Russie. Dominique Derda. Depuis l'automne dernier, pas moins de 200 homosexuels présumés auraient été raflés en Tchétchénie. Si l'on en croit l'enquête menée par les journalistes de Novaya Gazeta, l'un des rares médias encore indépendants en Russie. Sous les coups de leurs geôliers, les prisonniers souvent finissent par craquer et dénoncent leurs amis. Ils ont commencé à me battre avec les poings, les pieds, des chocs électriques. Ils m'ont insulté et disaient que les gens comme moi ne devraient pas avoir le droit de vivre. À défaut de preuves contre lui, au bout d'une semaine, Mousselim a été remis en liberté, mais il savait qu'il reviendrait, alors il s'est enfui. Nous avons découvert les noms, les prénoms et la profession de 3 hommes qui, après être passés par ces centres de détention, ont été enterrés. 3 morts, et peut-être plus encore. Dans la plupart des cas, plutôt que de les tuer eux-mêmes, les nervis du pouvoir se contentent de dire aux parents que leur fils a avoué ne pas être dans la norme, ce qui suffit à le condamner. Si les membres de ma famille apprenaient que je suis homosexuel, ils me tueraient, sans la moindre hésitation. Interrogé à la suite de ces révélations, Ramzan Kadyrov, le chef de la République de Tchétchénie, a réagi par la voix de son porte-parole. Il est impossible de détenir et de maltraiter des gens qui n'existent pas dans notre République. Ceux qui ont trouvé refuge à Moscou et qui se sont confiés à nous n'espèrent plus qu'une chose, quitter au plus vite la Russie pour un pays où ils pourront sans crainte vivre tels qu'ils sont. À Jérusalem, une touriste britannique de 23 ans a été poignardée à mort par un Palestinien. L'assaillant a été appréhendé. Dans la foulée, la police israélienne a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans la ville sainte en pleine célébration de la Pâque juive. En Iran, Hassan Rouhani est candidat à sa propre succession. Le chef de l'État espère ainsi s'inscrire dans la continuité après 4 ans passés au pouvoir. Parmi les faits marquants de sa présidence, l'accord sur le nucléaire iranien conclu à l'été 2015. Ethan Hadji. Il sera le candidat de la liberté,
de la sécurité et du progrès. Presque un nouveau slogan de campagne pour Hassan Rouhani, car c'est officiel, l'actuel président iranien brigue un second mandat à la tête du pays. Un mandat qui s'inscrira dans la continuité des 5 dernières années. À partir d'aujourd'hui, préserver l'accord nucléaire sera une des priorités de la nation iranienne. Notre pays ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Nous devons continuer sur cette voie jusqu'au bout. Un accord historique sur le nucléaire iranien, une inflation qui atteint son niveau le plus bas en 4 ans. Hassan Rouhani compte aujourd'hui capitaliser sur ses succès. Mais il doit faire face à des concurrents très critiques envers son bilan, notamment sur le manque de progrès économique et sur la hausse du chômage. Comment ramener les emplois dans le pays? Son principal rival conservateur, Ebrahim Raïssi, en a fait son cheval de bataille. Ce proche de l'ayatollah Ali Khamenei a fait ses armes au sein du système judiciaire contrôlé par les religieux conservateurs. Aujourd'hui, il se pose comme le candidat du rassemblement. Je veux être le candidat de tous les Iraniens. Je ne me limite pas à certains groupes, partis ou factions. L'ancien président conservateur Mahmoud Ahmadinejad s'est aussi inscrit sur la liste des candidats, mais uniquement dans le but de soutenir son protégé Hamid Barai. Le Conseil des gardiens de la Constitution a jusqu'au 27 avril pour approuver les candidats autorisés à participer au scrutin. On ouvre à présent notre page consacrée à l'élection présidentielle ici en France. Le premier tour, c'est maintenant dans 8 jours. François Fillon était en déplacement dans la région de Montpellier. Le candidat Les Républicains s'est dit très en colère contre, je cite, la démagogie de ses adversaires. Je propose d'écouter un extrait de son discours. Oui, je suis en colère quand je vois que la démagogie atteint des sommets dans cette campagne. La démagogie de M. Macron qui dit oui à tout le monde et qui sera tout aussi incapable que M. Hollande de décider quoi que ce soit. La démagogie de ceux qui inventent des nouvelles chimères parce que les solutions concrètes ne rentrent pas dans le cadre de leur idéologie. Alors c'est les 32 heures, le revenu universel, le retour au franc, la fermeture des frontières, la 6e République. Visé par les critiques de François Fillon, Emmanuel Macron était lui en meeting dans l'Isère. À Grenoble, le candidat d'En Marche a évoqué ses propositions en matière d'éducation et de justice notamment. Toujours donné au second tour de cette présidentielle, il a une nouvelle fois rejeté son image de candidat des médias. On écoute Emmanuel Macron. Cette dernière semaine, on va accélérer les choses, mais on va les accélérer en étant à la France, en étant aux Français et aux Françaises. Moi, je ne suis pas l'homme d'un clan. Et donc, je ne fais pas campagne en m'adressant à un clan fermé, acquis, et en adressant quelques phrases aux médias. Il est autonome en énergie, propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Le catamaran Energy Observer a bien été mis à l'eau ce vendredi à Saint-Malo. Pour ce Solar Impulse des mers, le programme des prochaines semaines est très simple. C'est un tour du monde qui l'attend. Regardez. 30,50 m de long, 12,80 m de large, le catamaran Energy Observer est enfin mis à l'eau dans le port de Saint-Malo. Le bateau est capable de produire son propre hydrogène par électrolyse à partir de l'eau de mer grâce au couplage des énergies renouvelables. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir atteindre l'autonomie énergétique. Donc la grosse équation des énergies renouvelables, c'est son intermittence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vent, quand il n'y a plus de soleil. Nous, à bord, on a embarqué une chaîne de production complète d'hydrogène qui va nous permettre, voilà, quand on est la nuit ou qu'il y a une forte couche de nébulosité, de pouvoir continuer à avancer et de continuer à parcourir le monde. Après une série d'étapes en France jusqu'à la fin de l'année, Energy Observer appareillera pour une odyssée du futur de 6 ans, un tour du monde sans émission de CO2. À bord, 130 m² de panneaux photovoltaïques, 2 éoliennes à axe vertical, une aile à traction intelligente, le tout pour alimenter 2 moteurs électriques convertibles en hydrogénérateurs. À l'origine, le navire était un catamaran de course construit en 1983 au Canada qui a remporté de nombreuses compétitions. Sa transformation en Energy Observer a mobilisé une 50aine de personnes depuis 2015. Et si vous souhaitez voir ce catamaran pas comme les autres de vos propres yeux, sachez qu'une escale inaugurale aura lieu à Paris début juillet. France 24 est partenaire de cet événement. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.